Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview de GeoParts. Aujourd'hui on reçoit Patrick Micheli qui est engagé dans des actions de sensibilisation sur l'océan et l'environnement, notamment au sein de l'Ocean Academy. À travers ses interventions, ses animations et son implication dans des projets de transmission, il contribue à faire connaître les enjeux liés à la préservation du monde marin auprès de différents publics, notamment les plus jeunes. L'objectif du coup pour nous, ça sera d'en apprendre plus sur votre parcours, vos engagements et votre manière de transmettre vos convictions, aussi votre lien entre la sensibilisation, la pédagogie et ainsi que les actions concrètes. Patrick, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. De rien. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous parler de votre parcours? J'ai 64 ans, j'ai été attiré par l'océan il y a très longtemps, je crois autour de mes 17 ans. J'ai commencé par faire de la pêche sous-marine. Et faire de la pêche sous-marine, c'est-à-dire qu'on va aiguiser son regard pour voir ce qu'il y a à voir dans l'eau. Petit à petit, je me suis éloigné de la pêche sous-marine, mais je gardais toujours mes palmes, mon masque, mon tuba, pour voir les fonds marins. Et une fois, j'ai assisté à une conférence, je crois que c'était à l'UNESCO, c'est une conférence sur l'océan. Et une scientifique qui demandait de l'aide de la part des participants. Et elle était pratiquement en train de pleurer au micro. Et en fin de compte, elle demandait de l'aide, mais ce n'était pas de l'aide financière, elle demandait de l'aide pour que le public relaie les informations des scientifiques. Parce qu'en fin de compte, les scientifiques sont, on ne va pas dire le nez dans le guidon, mais ils sont toujours en face de chiffres qui sont factuels, ils voient où on va. Et derrière, on a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Donc ils avaient vraiment besoin d'un relais, et c'est ce relais-là qu'elle demandait. Donc à partir de ce moment-là, je lui ai dit, je suis allé voir cette scientifique à la fin, je lui ai dit, je vais vous aider. Et à partir de ce moment-là, j'ai assisté à d'autres confs, et puis j'allais dans des événements sur l'écologie, où je présentais différentes associations de protection de l'océan, comme Tara, comme Bloom, comme Longitude 180, mais en fin de compte, je n'étais pas du tout membre de ces assos, je les présentais. Et à un moment, j'ai débuté à faire de la plongée, et là pour moi ça a vraiment été le gros déclic en me disant waouh, mais je peux respirer sous l'eau. Et donc là, passer du chasseur sous-marin qui n'a absolument pas le droit de chasser des bouteilles, parce qu'on fait tout en apnée, la possibilité d'être sous l'eau, c'était une révélation. Donc j'ai passé mes niveaux jusqu'à devenir moniteur de plongée sous-marine. J'ai suivi aussi un cursus de biologie sous-marine. Ce qui fait que j'ai encore appris plein de choses sur l'océan, donc ça doit faire une bonne vingtaine d'années que je suis en train de m'informer au travers de conférences, au travers de MOOC, au travers de lectures, de participation dans des assos. Et je voulais devenir je voulais devenir moniteur de plongée dans un club en Guadeloupe, parce que j'ai une partie de ma famille qui est originaire de la Guadeloupe. Et je voulais donc devenir pro et organiser des sorties bio, parce que fin de compte, même les plongeurs qui sont pourtant proches de l'océan ne connaissent pas l'océan. Juste une petite anecdote, donc j'étais avec ma session bio du club, donc que des gens qui font que de la bio, et on avait une sortie bio cette fois-ci. Donc on était tous ensemble et on avait avec nous un plongeur qui était pourtant plus qualifié que nous, il avait beaucoup plus de degrés que nous. Et donc on revient sur le bateau après notre plongée, puis on raconte tout ce qu'on a vu. Donc moi notamment j'avais vu une tylodine jaune, ça ne va rien vous dire, mais c'était génial quoi, de voir ce petit nudibranche. On raconte tout ce qu'on a vu, avec toujours les étoiles dans les yeux, et ce type-là, qui n'était pas du tout de notre groupe, remonte et disait c'est nul, il n'y avait rien à voir. Et là je me suis dit waouh, en fin de compte, il faut absolument éduquer les gens pour qu'ils voient ce qu'il y a. Et toujours dans cette idée de devenir pro, j'ai eu un accident de plongée qui a vraiment cassé toute cette dynamique. Mais indépendamment de ça, moi ce que ça m'a permis, c'est que mon entreprise m'a passé en mécénat de compétences. C'est-à-dire que je suis prêté par mon employeur pour travailler dans des assos. Et donc depuis 4 ans, je travaille pour des assos de protection des océans. Donc à ce titre-là, je vais dans les écoles, les collèges, les lycées, et j'interviens avec différents programmes. Ça c'est pour Océan Academy. Donc on a différents thèmes, il y a planète bleue, requin, cachalot, écosystème marin, réchauffement climatique, abysse. Le but étant d'émerveiller les élèves.
parce que on nous donne beaucoup d'informations, on dit oui, ça va pas, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est compliqué, ça fait quand même, à mon avis, plus de 60 ans qu'on est en train de dire qu'on va dans le mur. Et malgré tout, j'ai eu là l'exemple il y a très peu de temps de personnes qui ne font pas de recyclage. Donc je me suis dit, ce sont des jeunes qui ne font pas de recyclage, il y a encore du chemin, quoi. Et je pense que le mieux, c'est, un des axes, ça peut être l'émerveillement. Parce qu'à partir du moment où on est émerveillé par quelque chose, on va l'aimer. Et quand on aime quelque chose, on veut le protéger. Et je pense que comme ça, la dynamique peut se faire. J'interviens de la maternelle jusqu'au bac+2. Avec l'autre asso dans laquelle je suis, c'est la fresque Océane. Donc là, je fais des ateliers pour les adultes. J'interviens aussi pour les collégiens et pour les élémentaires. Et là, on a des ateliers, c'est un petit peu le même type d'atelier que la fresque du numérique, la fresque du climat. Si vous voulez, je vous en parlerai un peu plus après. Ouais. Donc dans le concret, ce que vous me demandez, c'est intervenir régulièrement auprès des scolaires, des périscolaires, des adultes pour sensibiliser. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos missions de sensibilisation? Ce que j'aime beaucoup, c'est intervenir auprès des élémentaires, que ce soit des écoles primaires, des écoles maternelles, parce qu'eux n'ont aucune inhibition. Alors que les écoles maternelles, je leur montre mes photos, mes vidéos, parce que je fais beaucoup de photos, de vidéos. Et maintenant, quand je vais quelque part dans l'océan, je vois un organisme vivant et je me dis, il faut absolument que je leur montre ça. Notamment, je vais leur montrer des vers. Les vers marins, ça n'a absolument rien à voir avec les vers qu'on peut trouver sur Terre. Les vers marins, les vers qu'on va trouver sur Terre, ça ressemble à des espèces de petits serpents. Dans l'océan, il y a ça, mais il y a aussi des vers qui ressemblent à des fleurs. Et donc, quand on les voit, on ne peut pas supposer que ce sont des vers. On ne peut même pas supposer que ce sont des animaux. On va plus penser à des plantes, à des végétaux. Et donc, je prends la photo de ces vers, je demande aux élèves ce que c'est. Donc, forcément, ils ne savent pas. J'ai fait la vidéo après, où j'approche mon doigt et on voit le ver qui rentre dans son tube. Donc ça, c'est génial parce que je leur fais découvrir ça. Et là, pour en revenir à ces élémentaires, c'est que, n'ayant aucune inhibition, ils vont me poser plein de questions. Et vraiment plein de questions. Collégiens, lycéens, j'ai moins de questions. J'aime bien intervenir auprès des éco-délégués, parce que des éco-délégués, là, ils sont déjà sensibilisés. Et ils ont vraiment envie de savoir. Mais malgré tout, il y a beaucoup moins de questions. Avec des élémentaires, à un moment, il faut que je leur dise, je ne peux plus prendre de questions, autrement je ne vais pas jusqu'au bout. Et des fois, je double le temps. C'est-à-dire que les enseignants me disent, Patrick, est-ce que tu peux rester toute l'après-midi? Je dis, pas de problème, moi je les laisse me poser toutes les questions qu'ils veulent. Et même comme ça fait 2 fois 1h30, je n'ai pas répondu à toutes leurs questions. Et du coup, vous qui animez les temps d'échange et de sensibilisation, pourquoi selon vous, c'est particulièrement important de rendre ces enjeux, entre guillemets, accessibles au grand public? Alors, j'essaie de sensibiliser les adultes. Quand on dit accessible grand public, on voit adultes et on voit ados, on voit peut-être aussi les seniors. Donc j'essaie de sensibiliser les adultes, sauf qu'eux me répondent tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas de pouvoir, les autres le font pas. C'est un peu plus compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est un changement de mentalité. Changer de mentalité, c'est une vie. Et donc, une vie où ça va demander beaucoup de temps. Donc je me suis dit, perdu pour perdu, si cette génération-là, j'y arrive pas, je vais faire la génération future. Donc c'est pour ça qu'en m'adressant surtout aux alimentaires, parce qu'en fin de compte, ils ont plein d'idées. Moi, quand je leur parle justement de la pêche au chalut de fond qui arrache tous les fonds, je leur demande qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme moyen de pêche. Tout de suite, ils me répondent la canne à pêche. Alors bien sûr, je leur dis, on ne pourra pas nourrir tout le monde en faisant de la pêche avec la canne à pêche, mais au moins, ça veut dire qu'ils connaissent des alternatives. Donc, ils ont plein de bonnes idées, plein de bonnes remarques, et des fois, je leur dis, c'est dommage parce que vous allez devenir adulte et vous allez perdre cette spontanéité. Et puis ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en sensibilisant ces enfants, après ils vont sensibiliser les parents, sensibiliser les grands-parents, parce que eux savent ce que c'est que le tri, eux. Et donc après, je sais que j'ai des parents, des grands-parents qui m'en parlent, qui disent « Ah oui, t'es passé dans la classe de mon fils ou ma petite fille, et ainsi de suite, et qu'est-ce qu'il m'en parle? Ah oui, puis alors maintenant il m'a dit qu'il fallait trier. » Ok, donc ça veut dire qu'en sensibilisant les jeunes, ça va sensibiliser les parents et les grands-parents. Donc du coup, c'est une action pour 3 résultats. Ouais, c'est un effet de chaîne. Un effet de chaîne, ouais. Et du coup, quand vous intervenez auprès des enfants et des jeunes publics, quelles sont les principales réactions que vous pouvez observer de manière générale? De l'émerveillement. De toute façon, le but c'est ça, c'est d'émerveiller et je leur partage mes expériences.
Je leur dis qu'il faut respecter les animaux, que si on les calme dans l'eau, les animaux marins sont très très curieux, mais vraiment. Ils vont venir vous voir. Moi, je me rappelle d'une grande rayette qui était plus grande que ça. J'étais dans l'eau, puis comme j'étais calme, j'avais plein de poissons autour de moi. Donc elle passait tout doucement, et là je leur explique, regardez cette règle-là qui passe tout doucement, on a vraiment l'impression qu'elle est en train de voler. Et je leur dis, c'est la proie des requins. Donc si elle est capable de nager vraiment très vite. Mais là, elle me voit, elle n'a pas peur, et à un moment, cette règle, elle partait, elle fait demi-tour, elle s'arrête sous moi pour manger, et elle repart tout doucement. Alors ça, c'est toutes ces expériences-là, je leur raconte aussi, quand j'étais en train de faire des photos, des vidéos sous les coraux, je sentais un poisson qui était en train de me pincer les côtes, c'était une demoiselle cacao, un poisson qui est grand comme ça, qui, quelle que soit votre taille, va venir pour vous pousser parce que vous êtes tout près de son nid. Et ça, c'est très rare parce que chez les poissons font plein d'œufs et ils ne s'en occupent pas. Ça les surprend beaucoup. Et les gamins, quand je leur dis les mamans poissons ne s'occupent pas de leur bébé. Alors là, pour eux, c'est pas possible. Je leur dis c'est une très très grande majorité qui est comme ça. Il y a très très peu de poissons qui vont s'occuper de leurs petits. Attention, je dis poisson, et là je ne dis pas mammifères marins, parce que dans les mammifères marins, c'est pas du tout pareil. Ouais. Et sinon, est-ce qu'il y a des rencontres ou actions qui vous ont particulièrement marqué? Ce qui m'a marqué, c'est le retour des enfants, alors des maternelles ou des CP qui me font des câlins à la fin. Ça, c'est leur manière de montrer leur gratitude. J'ai aussi des câlins de la part de CM2, et ça, c'est beaucoup plus étonnant. Ces CM2, c'est l'âge le plus âgé au niveau des élémentaires. Ça m'est arrivé 2 fois, le gamin ou la gamine qui se met en face de moi comme ça, qui ne bouge pas, qu'est-ce qu'il a? D'un seul coup, tac, il me serre. Une gamine de CM2 qui me disait, monsieur, vous allez nous manquer. Oui, c'est gratifiant parce qu'eux montrent tout de suite leur plaisir. Collégiens, lycéens, ils le font pareil, hein. Pas de question, par contre à la fin, ils viennent me voir et me disent, monsieur, c'était super. Et j'ai envie de leur dire, mais pourquoi tu n'as pas participé? Sauf que là, je me remets à leur place. Et moi, quand j'avais leur âge, c'était pareil. J'en avais une à l'ICL pour me poser une question, elle faisait comme ça. Alors que les gamins en élémentaire, il y en a même qui les 2 mains en même temps. Là, Ouais, ils sont un peu timides en grandissant, c'est ça? je ne sais pas si c'est de la timidité ou le fait, c'est le regard de l'autre. On n'a pas envie de lever la main parce que si on lève la main, c'est-à-dire qu'on est soit un faillot, soit un idiot. Ouais. Donc du coup, pas bouger, pas faire de vagues. Et sinon, comment vous faites pour transmettre des enjeux complexes et importants liés à l'océan, tout en les rendant à la fois clairs et engageants? Ah, alors ça c'est ce que me disent les enseignants. Déjà, je montre ce qu'il en est, j'émerveille, je parle aussi des impacts qu'ont les activités humaines. Alors pour les plus jeunes, si je vais parler du plastique, mais tous savent très bien que la tortue, elle va se tromper, elle va manger du plastique à la place de la méduse. Si, alors je trouve des moyens de les sensibiliser, notamment à la protection de tous les animaux, parce que la chaîne alimentaire, dans toutes les espèces sont importantes dans la chaîne alimentaire, notamment la méduse. Là, il y a beaucoup de gamins que je vois à la plage qui sont à s'amuser à acheter des cailloux, donner des coups de bâton sur les méduses, parce que pour tout le monde, la méduse, ça sert à rien, sauf à nous piquer. Et je dis aux gamins, est-ce que vous aimez les tortues? Puis tous me disent, oui, on adore les tortues. Et je leur dis, qu'est-ce que ça mange les tortues? Ils réfléchissent, puis il y en a un qui me dit, des méduses. Je dis, voilà, alors vous aimez les tortues, mais vous allez casser leur nourriture. Donc il faut préserver aussi les méduses, parce que les méduses, c'est la nourriture des tortues. Donc comme vous aimez les tortues, vous allez maintenant protéger les méduses. Ça, c'est une approche. Puis toujours ce fameux émerveillement. Ouais. Alors ça, c'est pour avec Ocean Academy, avec la fresque océane. La fresque océane, là, c'est une vue beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale de l'océan. On va voir tous les impacts qu'ont les activités humaines. Et là, on fait réfléchir le groupe sur les solutions. Et là, c'est vraiment une synergie, c'est du collaboratif. Et les actions, les solutions viennent du groupe. C'est comme ça qu'à la fin, ils repartent avec des informations sur l'océan, les impacts qu'on a sur l'océan et les solutions qu'on peut mettre en place. Parce qu'il faut toujours trouver des solutions, parce qu'il y en a, et surtout, il faut toujours donner des alternatives. On ne peut pas dire, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Ok, mais si tu n'as pas le droit de le faire, comment est-ce que tu peux faire? Si on interdit, la coercition, ça ne marche pas. Pour vous, c'est quoi les axes sur lesquels il faut le plus se battre, entre guillemets, afin de défendre les écosystèmes marins? Alors, et l'écologie de manière... Oui, voilà, l'écologie de manière générale, parce que tout finit dans l'océan. Donc tout ce qu'on va faire pour protéger l'environnement, ça va protéger l'océan. Ce qu'on pourrait faire,
Moi, je suis un peu perplexe parce que ça fait quand même très longtemps, ça fait des dizaines d'années qu'on n'arrête pas de dire que il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et puis alors c'est vrai que ça bouge, mais le souci c'est que là il y a l'urgence. C'est que ça se dégrade très vite, et pour beaucoup de personnes, ils pensent que un coup de baguette magique, on va revenir comme c'était avant. Sauf que non, on ne pourra jamais revenir comme c'était avant. Donc là, les actions qu'on est en train de faire, c'est pour essayer de minimiser. Mais l'impact, il est là. Le gros souci que je vois, c'est quand on fait un événement sur l'écologie, ne vont venir que ceux qui sont intéressés par l'écologie. Tous ceux que ça n'intéresse pas ne viendront pas. Et on n'a toujours pas trouvé le moyen de les sensibiliser, ces personnes-là. Pour ça, ce que je trouve super, c'est de pouvoir intervenir en milieu scolaire. Là, ça permet de faire rentrer l'environnement dans des foyers où on n'en parlera jamais. Parce que là, on va s'adresser à toute la population, toute la jeune population. Et les gamins, justement, ces gamins-là où on ne parle pas d'écologie, ils vont rentrer chez eux, ils vont dire: ah ben aujourd'hui j'ai appris qu'il y a le tri, j'ai appris que. C'était pas moi à faire du tri ou ce genre de choses. Il n'y a pas que le tri, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Quand je dis que tout finit dans l'océan, ça veut dire que tous les petits gestes que vous allez faire, ça va être bon pour l'océan. L'océan, c'est 93% de l'excès de chaleur qui va dedans. C'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas un poumon, hein, parce que j'entends beaucoup de personnes dire que c'est le poumon, enfin c'est un des poumons de la Terre. Non. L'oxygène qu'on respire en ce moment, alors là ça va être le gros scoop pour vous, l'oxygène qu'on respire en ce moment, c'est pas l'oxygène qui est fabriqué par les végétaux actuels, que ce soit des végétaux terrestres ou des végétaux marins. Ces végétaux, oui, l'océan produit bien 50% de l'oxygène brut, et le reste, c'est 50% des végétaux terrestres, l'oxygène brut. Sauf que ces végétaux font de la photosynthèse. Et quand ils font de la photosynthèse, ils fabriquent de l'oxygène, enfin du dioxygène. Et ça ne se fait que le jour. Sauf que les végétaux sont des organismes vivants qui respirent. Et quand ils respirent, ils consomment du dioxygène. C'est-à-dire que tout ce qu'ils produisent, ils le consomment. Donc la production nette, c'est pratiquement zéro. Ce qu'on respire en ce moment, c'est le dioxygène qui a été fabriqué il y a 3,7 milliards d'années. Pendant plus d'1 milliard d'années, il y a des cyanobactéries photosynthétiques qui ont produit l'oxygène, ça a saturé l'océan et c'est parti dans l'atmosphère. Donc, et en plus, là, c'est ce que je dis aux scientifiques, parce qu'il y en a encore beaucoup qui diffusent cette information qui n'est pas correcte. Je leur dis, il y a tellement de gens qui remettent en cause la science que le jour où ils vont tomber dessus, ils vont dire: ah, ben, vous voyez bien que vous nous racontez n'importe quoi. Donc en plus là, on a un chef d'État d'une grande puissance qui est un climato-sceptique, ça ne va pas nous arranger. C'est-à-dire que nous, ce qu'on met en place, notamment au niveau de l'Europe, on va avoir des lois pour essayer de protéger, et d'un coup de magique, il y a des instances européennes qui vont casser tout ça. Donc on a mis des années à mettre en place, et eux, on invoque là qu'ils vont tout casser. Et donc on va repartir en arrière. Pour revenir sur ce que vous dites, est-ce que parfois vous n'avez pas un sentiment de... comme vous l'avez dit, avec des puissances, notamment liées à des chefs d'État qui sont climato-sceptiques, est-ce que vous n'avez pas des fois l'impression de, entre guillemets, se battre pour une cause qui n'avance pas? Alors j'ai dépassé ce stade de demander, je ne fais pas de retour sur investissement sur mon investissement justement. Je fais parce que j'ai envie de le faire et parce qu'il faut le faire. À partir du moment où, parce que si on se pose la question, alors c'est vrai que c'est judicieux, hein, est-ce que ça a du sens ce que je fais? Alors peut-être qu'on ne va pas faire grand-chose. Alors après, il y a des actions qui sont plus importantes que d'autres. Je pense qu'il faut être graduel. Et puis, oui, c'est vrai, il y a les industries, il y a les politiciens, mais on a quand même un énorme pouvoir, c'est notre carte bleue. Donc si on n'achète pas les mauvais produits, on ne les fabrique pas. On a le vote, donc on peut voter aussi pour ceux qui font attention à l'environnement. Et il y a aussi des possibilités de donner son avis, sauf que ces possibilités-là, c'est pas diffusé. Il y a notamment, je ne sais plus quel site, il va nous demander ce qu'on veut faire avec l'argent public, et là, on peut être force de proposition. De dire que là, par exemple, je vois des C ou ça. Et je sais qu'à un moment, s'il y avait un site comme ça qui demandait, il voulait remettre en cause, on arrivait à la fin de la protection des corbes. Le corbe, c'est un poisson de Méditerranée, et donc là on pouvait donner son avis. Est-ce qu'on veut continuer cette protection ou pas? Et il y avait l'avis de différents partis, dont les scientifiques qui disaient il serait judicieux de renouveler cette protection. Donc là, moi je suis allé sur le site et j'ai pu donner mon avis. Sauf que ça, ce genre d'information, on ne l'a pas. Et c'est dommage. Et je pense que c'est peut-être un petit peu fait exprès, parce que moins les gens réfléchissent et plus ils sont facilement malléables. Maintenant, sur un autre registre, est-ce que pour vous, la culture
ou encore l'art, le cinéma, tout ça. Est-ce que pour vous, ça a un rôle dans la prise de conscience? Oui, l'art, en fin de compte, tout ce qui va pouvoir servir à plaider la cause va fonctionner. Il y a la vague de Poussailles, c'est vraiment, enfin, moi je la trouve super. Il y a des représentations comme ça, les livres que vous allez avoir des photographes qui vont vous montrer des super beaux paysages et tout. Je pense que l'art, la culture, ça a vraiment sa place. Il y a qu'à avoir une association comme la Fondation Tara. Donc c'est un bateau qui va faire des relevés scientifiques, notamment sur le plancton. Bah, eux, ils ont toujours un artiste qui vient avec eux. Je pense que l'art maintenant, comme je disais, ça fait des dizaines d'années qu'on n'arrête pas de tirer le signal d'alarme. Je pense qu'on est en train d'essayer de mettre tout ce qu'on peut de manière à aller dans le bon sens. Et je pense que l'art, oui, a vraiment toute sa place dedans. Et vous qui participez à des formats tels que des ciné-débats ou des ateliers, est-ce que pour vous ça apporte quelque chose en plus dans la transmission? Ah oui, oui, parce que comme je fais un questionnaire d'évaluation, chaque fois j'ai les retours et là moi je suis toujours stupéfait. Alors, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est que je parle de mon expérience, pas de mes expériences. Quand je leur dis quelque chose, derrière je le prouve, je dis le requin c'est pas mangeur d'hommes, regardez, je suis au milieu des requins. Je me souviens qu'il y avait une enseignante de CP, le vendredi j'étais intervenu pour un thème qui s'appelle Planète Bleue, c'est un thème généraliste sur l'océan. Et le lundi, elle a demandé à ses élèves de lui dire ce qu'ils avaient retenu de mon intervention du vendredi. Et elle m'a dit, mais ils m'ont rempli une feuille A4, j'ai arrêté. Et ils avaient retenu énormément de choses et elle me disait à la fin, ils veulent tous devenir plongeurs. Et ça c'est génial parce que, alors, bien que j'ai dit tout à l'heure que les plongeurs, il y en avait beaucoup qui plongeaient, qui ne faisaient pas attention, mais déjà, ça veut dire que si on veut devenir plongeur, on n'a plus peur de l'océan. Parce que pour beaucoup de personnes, se retrouver au milieu de l'océan, c'est inconnu, on s'imagine qu'il y a des monstres qui vont sortir de partout, et non, pas du tout. Et du coup, ça vous motive un peu à continuer entre guillemets? Oui. Fin de compte, ça va faire plus de 20 ans quand même que j'ai avancé, et c'est vrai que le fait de faire ces interventions scolaires ou d'être dans des assos comme la Fresque Océane, parce que les interventions scolaires c'est en journée, donc tout le monde ne peut pas le faire. Avec la Fresque Océane, je fais des ateliers dans le week-end. Oui, moi je trouve ça super intéressant, surtout que je sais plein de trucs et j'ai envie de raconter plein de choses. Qu'à voir, là, vous me posez une question et je mets 10 minutes à vous répondre. Donc, il y a plein de choses que je peux raconter, oui. Et maintenant, quel regard vous portez sur des structures telles que le groupe Arts qui vont avoir des projets qui vont à la fois lier l'art, la culture et l'engagement? Je pense notamment, même si c'est pas sur les fonds marins, je pense notamment au spectacle Incursion dans le monde animal. Fin de compte, là justement, c'est la même chose. Le groupe Art là, va faire des événements qui vont émerveiller. Pour moi, à partir du moment où on émerveille sur une cause, on va aimer cette cause. Et quand on aime une cause, on va la protéger. Donc oui, il faut y aller. Je pense que c'est vraiment très important. C'est un autre axe. Il y a différents axes. Alors le souci, c'est pareil. Quand vous faites une conférence, parce que j'ai fait des conférences pour les adultes, si j'ai 100 personnes en face de moi, il faudrait que j'ai 100 discours différents. Parce qu'il y en a certains, ils ont besoin de chiffres, il y en a d'autres, ils ont besoin qu'on les rassure. Chaque personne a sa sensibilité, donc c'est très compliqué. Donc autant de médias on va utiliser, autant de possibilités on va avoir de sensibiliser telle ou telle personne. Il faut avoir le panel le plus large possible. Donc là, oui, pareil, ça a toute sa place dedans. Et pour finir, quel message ou conseil vous aimeriez transmettre à celles et ceux qui souhaiteraient agir, même à leur échelle pour l'environnement? Soyez curieux, prenez le temps. Ah oui, prendre le temps, parce que beaucoup de gens disent oui, mais moi j'ai pas le temps, parce que notamment je suis dans une AMAP. L'AMAP, c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ce sont des paysans bio qui sont à moins de 150 km de chez vous et qui vous livrent leur production de l'année. Donc c'est saisonnier, c'est local, il n'y a pas d'engrais chimiques ou très peu. Sauf que là, quand vous recevez vos légumes, il faut les laver, il faut les éplucher, il faut les cuisiner. Ça demande beaucoup plus de temps que d'ouvrir une conserve ou de décongeler. Et les gens disent j'ai pas le temps. Et là, moi je leur dis c'est pas que t'as pas le temps, c'est que ça fait pas partie de tes priorités. Donc, voilà. Mais ça veut dire que quand on fait ses courses, il faut regarder quels produits on achète, regarder la liste des ingrédients, plus la liste est longue, il faut laisser tomber. Moi j'étais un gros mangeur de Nutella, je mangeais des pots de Nutella par 5 kilos, et à un moment j'ai pris conscience qu'il y avait de l'huile de palme,
Ah bah je l'ai dit, j'ai du Nutella, bah tant pis. Et donc j'ai complètement arrêté de manger du Nutella. Il y a des tas de pâtes à tartiner à côté, il y a des alternatives, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y avait que le Nutella, puis vous disiez aux gens arrêtez de manger du Nutella, et qu'ils vous disent qu'est-ce que je vais manger d'autre à côté qui ressemble, il n'y a rien. Alors que là, des alternatives, il y en a plein. Donc regardez les ingrédients. Et à partir du moment où j'ai dit ouais, je ne vais plus acheter de produits alimentaires dans lesquels il y a l'huile de palme, je peux vous dire que dans les rayons des gâteaux, c'est fini. Ouais, c'est compliqué. C'est mort. Donc maintenant, je fais mes gâteaux moi-même avec des œufs bio, farine bio, chocolat bio et sucre bio. Donc c'est pareil, ça demande du temps. C'est-à-dire que lorsque vous faites vos courses, il va déjà falloir regarder ce que vous achetez. Il faut chercher des alternatives. Il faut chercher. Alors, les produits, ils existent. C'est peut-être. Alors, c'est pareil, on dit ouais, le bio c'est plus cher. Sauf que lorsque vous achetez un fruit de l'agriculture conventionnelle, il y a beaucoup moins de nutriments dedans, donc il vous nourrit moins. Alors qu'un fruit, un légume bio, il y aura beaucoup plus de nutriments. Donc à la limite, il faudra en manger moins. Et puis surtout le gaspillage alimentaire. Moi, le nombre de gens que je vois qui finissent pas leur assiette et ça finit à la poubelle, ça me désole. Franchement, ça me désole. Donc si on mange la bonne quantité, si on mange les bons produits, à mon avis, ça ne remet pas plus cher. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. On a appris beaucoup de choses, notamment sur l'écosystème. De rien, il y a encore beaucoup même à apprendre. beaucoup d'espèces. Et du coup, est-ce qu'on peut retrouver vos actions Alors, vous pouvez me suivre sur Facebook parce que à chaque fois que je fais une intervention scolaire, je fais des posts sur la page Facebook. Autrement, vous pouvez aller sur le site d'Océan Academy, c'est Océan Academy MY. Sur le site de la fresque Océane, c'est pareil, vous allez avoir des informations. Océan Academy, pour les enseignants, ils peuvent faire des demandes d'intervention. La fresque Océane, c'est pareil, vous pouvez demander à participer à un atelier, des ateliers, il y en a partout en France, il y en a même dans le monde, parce qu'il y a des fresques Océane qui existent en anglais, en espagnol, et donc vous allez sur le site, vous dites, voilà, j'aimerais bien assister à un atelier, ou devenir animateur de la fresque Océane. Enfin, je pense que l'engagement dans des associations, c'est très important. D'ailleurs, on est tous persuadés, c'est que si jamais le monde associatif venait à s'arrêter, la France s'écroulerait. Parce qu'on est vraiment un pan économique vraiment très très important. Et donc voilà, s'engager dans des assos, je pense que c'est vraiment un bon départ. Merci. Non, vas-y, c'est un autre, vas-y. Est-ce que vous avez un événement à venir Oui, je vais faire une fresque Océane le 6 juin, mais elle est complète. D'accord. Parce que, après, voilà, des fresques Océane, on en fait plein. Allez sur le site, vous verrez le calendrier. Lundi, je vais intervenir dans une école élémentaire de Paris. Après, je vais faire le printemps des transitions à Sceaux. Donc le vendredi, c'est à la fin du mois de mai. Vendredi, je serai dans l'ancienne mairie. Là, il y a des écoles, il y aura des maternelles et des élémentaires qui vont passer. Et je leur ferai des présentations. Et le samedi, j'aurai un stand. Et puis après, cet été, sûrement plein de choses. En été, j'ai pas vraiment de calendrier parce que ça peut être des centres de loisirs qui vont me demander d'intervenir ou des fresques Océane que je pourrais faire à la demande comme ça. Des fois, c'était un truc, je dis je pourrais faire ça. Donc j'envoie des mails en disant est-ce que vous êtes intéressé par tel ou tel événement? Et puis les gens s'inscrivent et puis ça marche. Bon, merci en tout cas pour l'interview. De rien.